C'est le moment pour un autre épisode de Parlons Jeux. Cette fois-ci, on reçoit Vincent Lévesque, co-animateur de la chaîne YouTube Trash Talk. Allez voir ça, Trash Talk officiel, un peu partout. Dans cet épisode, on parle du jeu Stay Cool, qui est un party game. Puis avant de parler de Stay Cool, on parle un peu de l'origine de son amour pour les jeux de société. On passe inévitablement par le Monopoly. On parle ensuite de Stay Cool et des party games en général. Puis à un moment donné, on parle de Tom Hanks, puis ça dérape bien raide. J'en dis pas plus, puis je vous laisse apprécier ça. Bon épisode. Parlons de jeu. Vincent, je t'explique le concept de Parlons jeu. L'animateur reçoit un invité, c'est toi. L'invité a préalablement choisi un jeu de société qui agit comme point de départ d'une conversation, puis au besoin, ça va aussi devenir notre fil conducteur. Si jamais on ne sait plus de quoi parler, mais on peut toujours revenir au jeu. Ça n'a jamais été un problème jusqu'à présent. Je pense pas que ça le soit aujourd'hui. Puis le jeu que tu as choisi, c'est un jeu qui s'appelle Stay Cool. Ouais. Puis avant qu'on commence à parler de Stay Cool, je me disais, toi, ta relation avec les jeux de société, c'est quoi? J'aime bien commencer avec ça. Oui, jeux de société, en fait. Moi, depuis que je suis jeune, ma famille, on est très gathering, si je veux. On est très familial. On fait beaucoup d'activités ensemble, mais des activités souvent très artistiques, que ce soit des jeux ou regarder des films, des trucs comme ça. Fait qu'on avait souvent des soirées de famille ou des jeux qu'on jouait souvent. Exemple, Risk. Ouais. Risk, c'est un jeu, pas jeune, mais Risk à un certain âge, c'était le jeu qu'on jouait souvent ensemble. Des jeux comme Scatégorie, des jeux de quiz ou de mots. J'aimais bien ça. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Et juste les jeux en général aussi, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, je te dirais que c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Pas juste jeux de société, jeux vidéo. Jeux vidéo, jeux de société. Je jouais en général aussi, que ce soit du hockey. Tu sais, je suis très joueur dans la vie. Ouais, exactement. Peut-être un joueur de tag quand tu étais plus jeune? Ça dépend. Tag barbecue, tag... Moi, je pognais pas assez pour jouer à Tag Barbecue, en fait. Mais je courais bien vite, fait que j'étais bon. Moi aussi, je courais vite, mais je me rappelle pas des moments où j'ai joué à Tag, par exemple. Non? Écoute, ce sera pour un autre épisode, peut-être. Es-tu passé par l'étape inévitable du Monopoly? Absolument. Puis, et je fais partie de ceux qui ont un amour-haine de Monopoly. OK, parle-moi de l'amour, la haine, on la comprend, amour? L'amour... l'amour, en fait, de... Je pense que c'est l'amour de... Quand tu es en train de gagner dans le jeu, je pense que c'est ça le côté amour. Ouais, puis je pense parce que tout le monde t'haït, c'est ça. L'haine, c'est des deux côtés, en fait. C'est que... En fait, c'est le côté mauvais du jeu. C'est que, oui, c'est de la chance. C'est le gros truc que tous les gens critiquent de ce jeu-là. Mais il y a un minimum de stratégie, quand même. Il y a un minimum de stratégie qui est d'avoir des bons chiffres sur les dés. Ouais. Mais il y a un truc, par exemple, qui me fait beaucoup aimer le Monopoly. Je sais pas si tu as connu ça. C'est un jeu de Monopoly à l'ordinateur animé. Il y avait des mini-games. Monopoly Junior là, à l'ordinateur. Ouais. C'est ça? Je me rappelais plus. Oui, ça venait dans des boîtes de céréales souvent. Là. Exactement. Je viens de me rappeler que ça vient de... Il y en avait un pour The Game of Life aussi, là, qui est ça Destin. Ça se peut, ouais. Puis ça m'a pris du temps avant d'apprendre ce jeu. Je le connaissais pas jusqu'à récemment. Pour vrai? Ouais. Ça fait le Monopoly, mais... Ça fait 2 ans que je connais Destin. T'as quoi? T'as 30 ans? Puis non, j'ai 26 ans. 26 ans, désolé. Je t'ai vieilli. Mais 26 ans, puis tu connais Destin depuis que t'as 24 ans? Genre, ouais. Ça fait vraiment pas longtemps parce que on dirait que j'ai appris l'existence de ce jeu-là un peu trop vieux. Tu sais, mettons au secondaire 3, où est-ce que t'es cool, Ouais. Puis là, t'apprends l'existence du jeu, pis t'es comme, ça sert à rien. Même en 3e année, quand t'es cool, ça sert à rien de l'apprendre, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Fait que, non, c'est ça. Mais Monopoly, ouais, c'est ça. C'est vraiment le jeu d'ordi m'a fait aimer Monopoly parce que je trouvais ça vraiment cool, les petits jeux qu'il y avait, puis les petites animations, puis... Mais c'est que, contrairement... Tu sais, Monopoly, c'est un jeu où tu achètes des propriétés. Là. Ouais. Fait que c'est les rues de Washington, puis tu achètes des différentes rues. Mm-hmm. Monopoly Junior, tu es dans une fête foraine, puis tu achètes des attractions de fête foraine.
Puis l'adaptation en ordi, c'est que t'allais à un stand, oui, puis tu faisais la mini-game de la fête foraine. C'est vrai, c'est ça. Tu vois, je m'en rappelais même plus. Mais avant que t'en parles, j'avais oublié, mais ça m'est revenu d'un coup. Mais oui, je me rappelais pas si les gens avaient connu ça, parce que moi, tous les jeux que je jouais chez moi, dans ma tête, j'étais tout seul à connaître. Des jeux du genre Worms Armageddon. Je sais pas si t'as déjà joué à ça. Des jeux comme ça, que j'étais comme, il y a juste moi, comme c'est sûr que personne dans mes amis a joué à ça. Non, c'est un jeu. Bombe, la bombe Hallelujah. Ah ouais, la bombe Hallelujah. Orange. Les vrais savent. Puis c'est ça, Monopoly Junior, écoute, je me rappelais plus. Je me rappelais juste qu'il y avait des petits jeux, puis qu'il y avait des petites animations, puis que je trouvais ça le fun. Fait que je pense que ça a fait partie. Mais c'est aussi que je pense que c'est aussi que tout le monde se fait dire que Monopoly c'est le jeu de société par excellence quand que tu nais. Alors, on dirait que tout le monde associe jeu de société à Monopoly. Sors des cercles gamers, puis si tu dis c'est quoi le premier jeu de société qui te vient en tête à quelqu'un de random, la personne, il y a de fortes chances qu'elle dise Monopoly. Ouais, puis quand tu te mets à connaître les jeux de société, c'est ton pire jeu de société à la vie. C'est pas le pire, c'est juste que tu te rends compte que rapidement il y a mieux et qu'il y a eu mieux en même temps qu'il y a eu Monopoly. Oui, c'est pour une raison mystérieuse, ce jeu-là est considéré comme un jeu stratégique long. C'est peut-être parce que c'est long qu'on le considère comme stratégique, mais parce que ça implique de devoir compter aussi. Il faut que tu comptes ton argent, donc il y a un effort, un certain effort intellectuel. Mais tu sais, le côté qui marche pas de ce jeu-là, tu sais, on a parlé la chance, tout ça, c'est vrai que c'est... Tu sais, ils ont essayé de faire des... je sais pas si à la base ça existait, non, je pense pas. Je pense qu'ils ont réalisé que le jeu, il y avait une faille justement à ce niveau-là, qu'il n'y a pas tant de stratégie que ça. Il manquait un peu de stratégie et tout. Donc, ils ont amené l'idée du passeport. Je sais pas, il y a eu plusieurs variantes du Monopoly. Variantes qui ont toutes été commercialisées, évidemment, parce que c'est une grosse industrie, je pense, qui est en arrière de Monopoly. Puis, mais quand ton principal argument de vente, c'est que c'est pas aussi poche que le Monopoly, c'est un peu problématique en soi. On n'adresse pas le problème, en tout cas. Mais c'est comique, mais au moins, ils l'assument un peu. Le jeu est pas terrible. Puis tu sais, je me souviens, moi, parce que le problème, justement, que je voyais à Monopoly, c'est que t'arrives à une place, tu l'achètes. C'était ça, la game. Et là, quand est arrivé le jeu avec le passeport, ils ont essayé de changer quelque chose parce que, je sais pas si tu te souviens, tu sais, il y a les premières locations ont des plus petits jetons de passeport et les dernières, comme Monopoly Monde, où c'était Montréal, Paris, ont des gros jetons. Donc, ils ont essayé de faire quelque chose pour qu'on se jette sur les derniers et pas juste sur les premiers. OK. Mais tu sais, ça reste un peu le même principe, c'est-à-dire que tu prends n'importe quoi que t'arrives dessus. Puis c'est ça. Règle générale au Monopoly, puis là, on parle plus de Monopoly. Ouais, c'est cool, c'est vraiment drôle, ça. mais si jamais vous voulez un truc pour gagner au Monopoly, puis prenez ça sous toute réserve parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde puis perdre pareil parce que c'est presque juste de la chance. T'es mieux de t'endetter, donc d'hypothéquer des terrains que tu as déjà achetés pour acheter des nouveaux terrains. Comme ça, le but c'est de maximiser tes chances que les gens tombent sur tes cases. Exactement. Fait que c'est d'en avoir, puis d'en avoir, puis d'en avoir. Il n'y a pas un meilleur truc que ça. Indépendamment de si c'est des cases de même couleur ou des cases de couleurs différentes, le but du jeu, c'est juste d'en avoir le plus possible. Il y a l'histoire de maison aussi qui rentre là-dedans. Ouais, mais t'es mieux d'avoir 4 maisons qu'un hôtel parce que tu fais du hoarding de maisons à ce moment-là qui t'empêche les autres d'en placer. Absolument. Ça, là, on parle de stratégie de Monopoly, puis c'est vraiment... C'est du geek Monopoly à souhait, mais c'est le plus stratégique qu'on va aller avec Monopoly parce que c'est pas mal ça. Puis c'est vraiment juste... Tu jettes le dé, puis t'espères que les gens... t'espères de pas tomber sur les gros terrains des gens, puis t'espères que les gens, à leur tour, vont tomber sur tes terrains.
Et c'est ça jusqu'à ce que plus personne n'ait Mort- d'argent à part mort une s'ensuit. personne. T'sais. Fait que Ouais. c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Mhm. Puis mort s'ensuit après un très très long moment des fois. Parce que ça Mhm. peut niaiser longtemps. Monopoly. Un autre truc aussi, deuxième stratégie, puis ça marche à tout coup, c'est de jouer avec ton petit frère. Ah oui. Puis là, tu fais des bargains, puis c'est pas fair. Ça c'est le fun, ça. Le petit frère continue. Il accepte tout le temps. Et tu gagnes. Tu gagnes, C'est aussi simple ouais. que ça. Moi, je pense que j'ai déjà joué avec mon père au Monopoly, puis là, il m'en donné ce qu'il me misait, lui, c'est qu'il me disait « Ah, mais là, si tu me donnes ça à rabais, moi, je vais faire 3 livres chez tes amis dans les prochaines semaines. » Parce que, Qui avait plus rapport avec le jeu. Ça, c'est mais ça, ça c'est n'a un jamais next juste level. rapport avec le jeu. Jouer, c'est une métaphore de la vie, c'est du metagaming. Il y a toujours des relations interpersonnelles qui sont impliquées ici, mais tu sais. Monopoly crée des relations. Ouais, mais mon père, c'est un vendeur de chars usagés, puis il mettait ça à profit un peu, tu sais. Ok. Puis là, il va haïr ça que je dise ça, mais mon père, il m'a vendu 5 chars dans ma vie, moi. Wow. Puis il y en a un là-dedans qui était déjà pété. Wow. Lui, il voulait faire sa vente. Fait qu'il me l'a vendu. Wow. Pareil. Wow. Ouais. Excellent. Fait que il me le vend, il me dit « Ah ouais, c'est pas cher, j'achète le char. » Il pète une semaine après. Ben là, voyons non. Fait que ça m'a coûté plus cher en réparation. Parce que vu que je venais de l'acheter, je voulais le garder. Excellent. Ah, Sylvain, on le Ouais. salue. Allô, papa. Salut Sylvain. J'espère que quand l'épisode va être sorti, tu vas être encore en vie pour que tu puisses te reconnaître. Ça devrait. Ça devrait, sinon c'est épouvantable ce que je viens de dire. Mais parlons de Stay Cool, en fait. Stay cool. Ben, écoute, Stay cool, là C'est ça quoi? passe d'un extrême à l'autre. Là. Stay cool, ça fait pas longtemps que je le connais. OK. C'est un jeu que j'ai connu un petit peu avant la pandémie, mais il est resté dans mon garde-robe sur une étagère pendant... même pas déballé encore, pendant un an ou deux. Ah ouais, je te feel. Et, J'en ai beaucoup des jeux pas déballés. Oui, c'est ça. Et en fait, la raison pour laquelle je l'avais acheté, c'est vraiment niaiseux, c'est qu'il y avait une méga vente chez Randolph. J'ai fait une file. Et ça va aller jusqu'à l'extérieur, jusqu'à un coin de leur rue. vente. Et il restait quasiment plus rien. rien. Puis il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi pendant que j'étais en dedans. Je venais juste de rentrer. Il a dit ça, c'est un jeu québécois, il est vraiment le fun. Puis elle est juste partie. On dirait qu'elle m'a donné un cadeau de la vie. Elle m'a juste dit ça. Et je l'ai pris. Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que, ok, ça. Je sais pas si tu as lu un peu dessus, mais. Ben, d'habitude, j'essaie de lire quand c'est des jeux que je connais pas. Ouais. Puis c'est rare que je connais pas un jeu de société Oui, c'est qu'un ça, invité c'est me ça, propose, mais ça arrive parce que j'ai pas l'ensemble des connaissances mondiales dans mon cerveau. I wish. Mais ça serait tellement plus facile. En fait, la vie serait plus facile si c'était ça. Mais non, c'est ça. Puis là, je me suis dit que j'allais essayer de quoi avec toi. Je vais pas faire de recherche. Super. Fait que c'est excellent. Tu prends la meilleure personne, mes amis me connaissent, tu prends la meilleure personne pour t'expliquer quelque chose. C'est ça. C'est pas vrai. Je suis le pire pour expliquer quelque chose. Mais je vais essayer quand même. Mais c'est quoi le jeu, en fait? Le jeu, en fait, là, c'est assez simple visuellement. Oui. Mais à l'audio, je vais l'expliquer le plus facilement possible, c'est que... Je sais que sur la boîte, il y a une bombe, c'est ça? Ouais, mais Voilà. ça n'a pas rapport. OK. Fait que ça part mal. Mais Stay Cool, en fait, c'est un jeu de questions-réponses. OK. Il y a le nombre de joueurs que tu joues. Chaque personne a 3 rounds. OK? Fait qu'on fait les 3 rounds chacun notre tour. Et je vais expliquer dans le fond la première round. Ce que c'est que 2 personnes te posent des questions en même temps. En même temps? Ouais. OK. Et une d'entre elles, tu réponds de vive voix. Et l'autre personne, tu réponds avec les dés qui ont des lettres dessus. Donc, par exemple, toi, tu me dis chaud ou froid, la réponse. Donc, moi, je vais écrire froid avec les dés. Pendant ce temps-là, l'autre personne me répond qui est la personne à ta gauche. Et là, faut que tu penses à Jonathan en même temps d'écrire froid. Peux-tu poser n'importe quel genre de question, comme quelle est la capitale du Népal? Des cartes. Non? Il y a OK. des cartes. Fait qu'il y a des cartes rouges, par exemple, pour les dés. Fait que c'est des questions à réponse courte parce que c'est des dés. Et t'as des questions verbales que ça peut être des questions aussi niaiseuses que qui est à ta gauche, comme que ça peut être des questions du genre plein de dés un par-dessus l'autre. Et quand t'as fini, tu dis ok, je l'ai fait. Fait que dans le fond, c'est un peu ça l'essence du jeu. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un chronomètre. OK.
c'est que il y a Sablier. un sablier qui a 4 tours, en fait, que tu tournes 4 fois. Après la 4e fois, tu as fini ton tour. Les sabliers de 30 ou 60 secondes. 30 secondes, ouais, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça, tu le tournes 4 fois. OK. Après la 4e fois, tu as fini ton tour. Ouais. C'est à l'autre personne. Tu cumules tes points. Nombre de réponses que tu as eu, fois le nombre de réponses que tu as eu. Mm-hmm. Ça te fait tes points pour ta première round. Tout le monde fait ça. Deuxième round, c'est que le sablier, faut que tu gardes un œil dessus pendant tout ce temps-là OK. pour ne pas qu'il s'écoule avant qu'il se rende à la fin de son sablier. Mm-hmm. Faut que tu dises de le tourner avant qu'il s'écoule, dans le fond. Tu fais ça jusqu'à 4e fois, prochaine round. Okay. Et la 3e round, en fait, la plus difficile, c'est qu'on cache le sablier. Il faut que tu comptes dans ta tête à peu près où est-ce que le sablier est. 29 secondes. Fait que tu peux pas jouer avec une horloge près, parce que sinon c'est triché. Mais ce que j'aime, en fait, de ce jeu-là, je sais pas si c'est clair la façon dont je l'explique, mais c'est différents défis. C'est différent. C'est relativement facile, mais vu qu'il faut tout le temps que tu checkes le sablier, ça rend ça plus stressant. Il y a quelque chose de très... les gens qui aiment les jeux de société de questions-réponses, de connaissances, vont aimer ce jeu-là, mais il faut aussi que tu aimes un peu le petit stress, le petit thrill de jouer à un jeu de société puis que tout le monde embarque. Parce que j'ai réalisé ça, c'était cool. Quand tu sors ce jeu-là sur la table, tout le monde devient silencieux et rentre dans le jeu. Parce que c'est un jeu qui est tellement intense que tout le monde est... Ouais, même ceux qui participent pas. Parce que ce qui arrive, c'est que quand c'est à moi à jouer, une personne de chaque bord de moi me pose les questions, mais les autres attendent, les autres écoutent. Il y en a une qui s'occupe du sablier la première round, après ça c'est moi qui s'en occupe, t'sais. Première round, ok, tourne, mais les autres écoutent, t'sais, mais c'est tellement intense, la personne a tellement l'air de rusher, tu veux tellement savoir si elle va l'avoir que tu rentres dans le jeu et ça devient vraiment immersif, comme tu dis. Et c'est ça que j'ai aimé. À chaque fois que je l'ai sorti, ce jeu-là, les gens, ils croyaient pas au début, c'était un peu niaiseux, ils trouvaient ça un petit peu niaiseux, ils niaisaient un peu. Et aussitôt qu'on a commencé la première round, ok, on rentre dans quelque chose. Mais ce genre de jeu-là, les jeux d'ambiance, de party, il faut que tout le monde soit mindé à ça. T'sais, c'est sûr que si tu t'attends à jouer à un wargame hyper intense, hyper stratégique, tu risques d'être déçu sur un moyen temps quand même. Absolument. C'est sûr qu'il y a un temps pour jouer à ça. Mais moi, c'est parce que j'aime tellement les jeux de société que moi, peu importe, si je suis down de jouer à un jeu de société, peu importe le jeu de société, si ça demande un peu d'énergie, moi, je rentre 100% dans un jeu. Il y a beaucoup de gens que je connais qui se disent hostiles aux jeux de société, donc qui n'aiment pas les jeux, que c'est parce que quelqu'un dans un party à un moment donné qui a mal eu la vibe, là, puis là, le party a lieu et ça se passe. Puis t'as quelqu'un qui dit « Hey, on joue-tu un jeu? » Puis là, la personne sort un jeu, mais le jeu, il lève pas, en fait. Fait que ça, c'est le genre de jeu qu'il va avoir cet effet-là qui va être créé, ou est-ce qu'au contraire, tout est assez confiant que si tu sors ce jeu-là, tout le monde va embarquer, même s'ils sont un peu réticents? Je te dirais que moi j'ai assez bien lu la vibe à chaque fois. Aussi, c'est super important d'ailleurs. Oui, c'est très important. Vous à la maison qui écoutez, si vous êtes un host de jeux de société, très important de bien lire la vibe de tes invités parce que sinon tu vas casser la soirée. Mais ce jeu-là, pour vrai, si les gens ont l'air... tu sais, tu fais pas ça à 2h du matin. Là, quand le monde... On joue à des jeux de société toute la soirée et là tu fais ça en dernier, c'est pas une bonne idée. Tu fais pas ça en premier non plus. Je te dirais, faut que tu commences avec un petit jeu comme Mo Rapido, des petits jeux tranquilles, pas longs. Ça, c'est un jeu de comment on a fait 2-3 games de quelque chose. On est prêt à rentrer dans quelque chose de... On a bu quelques bières. On a bu 2-3 bières, mais pas 8. Okay. Fait qu'on est correct encore pour jouer. C'est le meilleur moment de rentrer dans ce jeu-là. Mais 8-10 bières. Ouais, 8-10 bières, tu commences à jouer à ça, c'est un peu weird. Mais bon, mais ça peut être drôle aussi. Ça peut rajouter un autre aspect au jeu. Mais non, c'est ça. Moi, j'étais assez confiant parce que pour vrai, les 3... J'ai joué seulement 3-4 fois parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Mais les 3-4 fois, les gens étaient comme... Ils croyaient pas tant que ça. Je l'ai sorti, ça a pris... Première round, aussitôt que tu vois la personne jouer, tu rentres dedans parce que t'es comme... C'est aussi l'aspect de comme c'est un peu impressionnant à voir parce que tu t'attends pas
que je sais pas comment dire, mais tu t'attends pas que les gens vont être capables de toffer la round tant que ça. Parce que c'est quand même très difficile quand tu regardes ça d'un point de vue. Ok, la personne est en train de répondre à 2 questions en même temps et elle regarde le sablier en même temps. Ok. Ça a l'air difficile, mais pourtant ça se fait. Puis t'es fier quand tu finis ta round. Tu l'as eu, t'es comme yeah! Quand tu réponds correctement aux réponses et que tu réussis à caler le sablier avant qu'il flippe, j'imagine. Mais oui. Fun fact. J'ai un bon fun fact avec ça. Ben oui, vas-y. On a pendant le confinement. Juste pour ça. On a joué. Ah non, je dirais pas pendant le confinement parce que c'était illégal. Je vais dire. Un petit peu après, là, récemment. Ouais, un petit peu après. Récemment, on a joué avec Stéphanie Vandelac et Thomas Levac. Name drop. À ce jeu-là. Et c'était la soirée la plus drôle ever parce qu'on a joué à Télestration. Oui. Évidemment, Thomas a fait des dessins de masturbation et de pénis. Bien sûr. Je sais pas si c'est légal de dire ça dans ton podcast à toi, mais oui, j'ai absolument. Masturbation et pénis dans ton podcast. Allô papa encore. Et quand on a sauté à ce jeu-là, Thomas a eu 0 toutes les rounds et il nous a il a crié, il a fait vous me faites chier, puis il a arrêté de jouer. Ah, c'était cool, pas à Téléstation. Cool. Je pensais que c'est. Ça, j'ai trouvé ça. Thomas Levac dessine des pénis à Téléstation tout le long, mais il y a personne qui sait c'est quoi. Non. Ben, en fait, je m'en ai dit, on va le mettre à l'écran, mais il n'y a pas d'écran. Non, il n'y a pas d'écran, podcast. c'est ça. Mais non, c'était super le fun. La vibe était, tu sais, on s'entend à Téléstation, il n'y a pas de gagnant. Non. Mais là, on est tombé à un jeu ultra compétitif où tu comptes tous les points des rounds et Thomas a fait aucune round parce qu'il a tout le temps oublié le sablier. C'était excellent. Thomas Levac, en plus, puis moi je le connais pas personnellement, mais il me paraît être quelqu'un extrêmement compétitif. Très compétitif, ouais. Puis moi, j'adore les gens compétitifs. Fait que c'est sûr que je suis charmé par cette histoire, mais ça devait être quelque chose de justement très compétitif, mais que ça fonctionne pas. Je pense que c'est ça un peu qu'il en fait, si je peux rentrer un peu dans le détail, c'est parce la première round, il a fait des points parce que tu penses pas au sablier la première round. C'est assez facile parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du sablier pour toi. Tu fais juste répondre aux questions. Mais là, c'est la deuxième round quand elle embarque. C'est là qu'il a oublié le sablier complètement. Puis après le premier tour, ça peut faire 30 secondes, le premier sablier. Tu l'oublies, c'est déjà fini. T'sais. Fait qu'il faut vraiment que tu y penses les 4 fois à le tourner. Et la troisième round, on y a comme dit en criant avant que le sablier finisse. Il avait laissé des chances en plus. Ben, c'est parce que on voulait qu'il y ait un good time quand même. C'était la première fois qu'on jouait, fait qu'on a fait comme pas le sablier. Puis là, il a fait comme moi je joue plus ça. Puis ça, c'était drôle. On en parle encore aujourd'hui, c'est vraiment drôle. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est un jeu très immersif, comme je dis. Oui, ben c'est. Moi, j'ai toujours eu la préconception que ces jeux d'ambiance-là étaient pas immersifs, justement, parce que c'est des jeux qui racontent pas d'histoire, au final. Ouais, je comprends, Tu crées les histoires, au lieu de t'en faire raconter une par le jeu. C'est pas un jeu sur le colonialisme à Porto Rico, ou sur une guerre intergalactique, ou dans une galaxie très, très lointaine. Ou Wall Street. Au Monopoly, c'est Wall Street, finalement. Hein? On l'a jamais dit de même, mais c'est ça. Ouais. Le gars d'HEC en moi a jamais vu ça, ce qui est c'est quand même surprenant. Le fan de jeux de société et en tout cas. Ouais. Mais ces jeux d'ambiance-là, tu crées tes propres histoires. Je pense qu'il faut que tu développes des insights, justement, des moments à la fois où Thomas Levac a pogné une heure après le jeu. Absolument. Parce que sinon, c'est un peu plate, tu sais, parce que tu joues toujours à des jeux de société pour avoir un good time. Mais quand tu joues à des jeux de société de party, justement, il faut que le good time soit un peu accentué, parce que sinon, t'as pas un aspect stratégique sur lequel te rabattre. Ouais, c'est que moi, la raison que j'ai choisi Stay Cool, en fait, c'est que je trouve que rapidement comme ça, si tu demandes à un fan de jeux de société de choisir son jeu de société, il va te sortir souvent, je dis la majorité du temps, un gros jeu. Tu sais, par exemple, Catan. Les Aventuriers du Rail, des jeux comme ça, tu sais. Puis j'avais. Je trouve que Catan, les Aventuriers du Rail, c'est gros jeu. Non, gros jeu, ça va être plus. Mais je pose la question parce que je le dis, par gros jeu, je le dis des jeux d'histoire puis un peu plus de développement puis de stratégie. Qui prennent la place sur une table aussi. Exactement, aussi des board games littéralement, tu sais. Et j'avais le goût d'y aller avec un jeu en fait qui est pas nécessairement, c'est pas le genre de jeu nécessairement que tu vas faire. Que tu vas jouer pendant 3 heures, tu vas te tanner un moment donné, tu sais, c'est normal. C'est pas un jeu
de longue durée non plus. C'est pas un risque. C'est pas, tu sais. Mais j'avais envie d'y aller avec un petit jeu comme ça parce que dans ces petits jeux-là, c'est un qui m'a vraiment marqué. Tu sais, parce que je suis pas nécessairement quelqu'un qui trippe sur ces petits jeux-là tout le temps. C'est juste que la plupart du temps, j'étais avec des gens qui trippent là-dessus. Les gens, en général, dans des parties, je parle pas un party de gamer, de board game, mais un party de t'invites des amis, hey, ça vous tente-tu de jouer à un jeu de société? Ils vont vouloir jouer à des jeux pas trop longs, qui génèrent facilement. Ouais, puis qui génèrent des rires, tu sais, beaucoup de rires. Fait que des jeux comme Télestration, des jeux comme ça qui sont vraiment pas longs, mais qui sont, tu sais, fait que ce jeu-là en fait partie, tu sais, parce que ça fait beaucoup de rire, parce que les gens oublient sablier, part à rire, essaient de trouver une réponse à une question niaiseuse, ils l'ont pas. Ça génère quand même beaucoup de rire, mais je te dirais que c'est assez straightforward pareil comme jeu, parce que c'est un jeu efficace qui dure peut-être 30 minutes, ça dure pas plus que ça, je dirais. Ouais. Mais ça, c'est un jeu où, mettons que tu parlais de Télestration, où il n'y a pas de gagnant. Télestration, c'est le jeu où on fait des dessins, une ronde, puis il faut écrire un mot, puis la personne doit le dessiner après. Là, non? Jeu du téléphone en dessin. Exact, c'est ça. On alterne dessin et mots, et essentiellement de tour en tour. Selon les règlements officiels, tu peux avoir un gagnant. Oui, tu peux jouer, mais vrai. Personne ne fait ça parce que c'est pas intéressant. C'était cool, c'est un jeu où tu détermines un gagnant, mais est-ce qu'il y a la possibilité de jouer moins compétitif à ce jeu-là? Mettons que quelqu'un est vraiment pas compétitif. C'est une bonne question. Ou est un mauvais gagnant. Je l'ai jamais essayé. Mais je pense que l'autre façon de jouer, c'est pas compétitif. Je sais pas, j'ai de la misère à le voir pas compétitif parce que c'est un système de points, il y a une vitesse, il y a un stress. Si t'enlèves la compétition, où est le stress en même temps? Fait que moi, le stress qui est le fun là-dedans, c'est que c'est un jeu individuel en même temps, tu sais. Ça qui est le fun, c'est que c'est un cumul de points. T'as peut-être poché la première round, mais la deuxième round, tu vas la torcher. Tu sais, ça dépend. En bout de ligne, c'est les 3 rounds ensemble qui vont déterminer le gagnant. Mais c'est une bonne question. S'il y en a qui savent quoi répondre à ça. Il y a d'autres jeux là, de ce style-là qui existent comme... l'un des plus connus, c'est pas le plus connu, c'est probablement Cards Against Humanity. Absolument. Il y a une façon de déterminer un gagnant à Cards Against Humanity. En général, c'est peut-être la seule personne qui pass out pas. Mais il y a une façon de jouer compétitif, mais évidemment, personne ne le fait parce que le but, c'est juste de boire à ce jeu-là. Mais fun fact, j'ai jamais joué à Cards Against Humanity. J'ai joué à l'hostie de jeu. Qui est sensiblement la même chose, sauf que moi, l'hostie de jeu, j'ai toujours connu ça compétitif, parce que t'as des cartes noires, que le gagnant du plus drôle ramasse la carte noire. Donc moi, ça a toujours été ça. Ça a toujours été compétitif un peu, parce que la personne qui a le plus de cartes noires, c'est la personne qui a été le plus drôle dans le jeu. Tu sais, c'est un peu ça l'idée du jeu. Mais Cards Against Humanity, c'est quoi la différence? Y a-t-il une différence? Pour vrai, je suis vraiment mal... parce que je suis pas capable de dire la différence entre les deux. J'ai pas assez joué à ni un ni l'autre. Puis les seules fois que j'ai joué à l'hostie de jeu et à Cards Against Humanity, j'étais pas dans un état à me rappeler de ce que je faisais. Vraiment. Je comprends. Mais oui, c'est ça. Ben, essentiellement, tu sais, en tout cas, moi, de l'hostie de jeu, je me rappelais que c'est... T'as une personne qui lit la carte noire, puis les autres complètent la phrase avec quelque chose de drôle. Souvent, le but, c'est de faire rire de plus. Ouais, puis la personne qui lit les suggestions de tout le monde en brassant les cartes, et celle qui fait le plus rire la nomme, et la personne qui avait cette carte-là reçoit la carte. Genre, pis moi j'ai toujours joué comme ça. Je sais pas si officiellement les règlements c'est ça. Je pense que Cards Against Humanity ça ressemble à ça un peu. Puis il y a toujours... Mais c'est vrai qu'il doit y avoir une façon de jouer juste pour le fun aussi. Là. Toujours des variantes d'alcool. C'est ça. Parce qu'en fait, tu gardes le score, mais le score est pas important. C'est plus ça le but, c'est plus c'est ça, avoir du fun. Il y a personne qui va braguer qui a gagné à l'hostie de jeu tout le temps parce qu'il est très drôle. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que les gens qui sont généralement très drôles ne gagnent pas nécessairement. Ça dépend de l'humour de tout le monde autour. Oui, ok, je comprends. Ça dépend un peu de l'humour de tout le monde, fait que... Je dis ça parce que j'ai jamais gagné. Non, c'est pas vrai. Voilà. Non, mais je prends, mettons, mon coloc qui est super drôle, il gagne pas nécessairement tout le temps. Ça dépend des insides, des fois aussi. Oui, ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai. On a tous, ou en fait, beaucoup de gens, moi ça m'est arrivé malheureusement trop souvent, mais tu arrives dans un party, puis tu connais pas beaucoup de gens, puis là, les gens ne font que des inside, et c'est très difficile d'embarquer, puis là, la fois que tu essaies d'embarquer, ben, ça marche pas. Ça me fait penser au jeu 1. Oui, H-E-I-N. Mais ce jeu-là, t'as pas le choix de jouer sans les inside. Parce que si tu joues avec des amis qui ont des inside, en fait, le concept du jeu, je vais l'expliquer, là, c'est que faut que tu fasses deviner ce que tu essaies de faire deviner. En fait, faut que tu le fasses deviner à moins de gens possible sans que ce soit zéro. Fait que, par exemple, mettons que c'est Tom Hanks. Si je dis Forrest Gump, c'est trop facile. Tout le monde va dire... C'est un personnage, Forrest Gump. Puis là, tout le monde va dire Tom Hanks, tu sais. Ou un acteur, Forrest Gump. Tout le monde va dire Tom Hanks. Je dirais plus quelque chose du genre Woody. Pas tout le monde sait que la voix de Woody, c'est Tom Hanks. Tu comprends? Fait que là, moins de gens qui devinent vont accumuler le plus de points possible. Fait que si, mettons, il y a juste toi qui devine, ben moi plutôt on va avoir 2 points. Mais s'il y a 3 personnes qui devinent, on va tout avoir 1 point. Puis si tout le monde devine, 0 point. Parce que c'était trop facile. Mais là où je veux en venir avec les insights, c'est parce que Tom Hanks, je l'ai vu l'autre fois sur le coin de la rue à LA quand j'étais en voyage. Toi, tu le sais, je vais te dire à LA, qui sait que... Tu sais, c'est trop facile. C'est une vraie histoire, ça. T'as-tu vu Tom Hanks récemment? Malheureusement, non. J'aimerais ça, par exemple. J'ai vu une vidéo, là, je saute du coq à l'âne, mais j'ai vu une vidéo l'autre fois, j'étais tellement jaloux, j'ai vu des mariés qui se prenaient en photo, qui prenaient des photos de mariés, et Tom Hanks a juste popé dans la photo, puis j'étais comme, ça arriverait tellement pas au Québec, c'est tellement fou quand tu y penses du moment qu'ils ont vécu à ce moment-là, tu sais. Ben, ça arriverait tellement pas au Québec, c'est encore drôle, hein, des fois, tu vois des gens qui sont dans un bar, puis là, il y a l'acteur les Pic-Bois. Ben, les Pic-Bois. Moi, je serais vraiment content d'être dans un bar puis que les Pic-Bois passent en arrière de moi. Pour vrai, ça ferait vraiment, vraiment ma journée. Juste qu'ils sont venus à Trash Talk, c'est... À chaque fois, je brague à propos de ça. Tu sais, c'est vraiment... Mais, ils sont-ils venus ensemble à Trash Talk? Je me rappelle. Ils sont venus, Dom et Julien. Okay. Julien faisait pas encore officiellement partie des Pic-Bois. Il gravitait pas mal proche. Mais tu sais, il a toujours gravité pas mal proche. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que... Et vous avez reçu Maxime aussi. On a reçu Maxime par après, ouais. Tout seul, ouais. Ah, mais je serais vraiment content de... Si j'étais dans un bar et que les Pic-Bois passent en arrière de moi. Ah, ben oui. Mais ça arrive des fois, il y a énormément de tournages américains qui se passent à Montréal. Des fois, t'es dans un bar, puis t'as l'acteur des X-Men en arrière de toi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est quoi les chances? Faibles, mais ça arrive une fois de temps en temps, tu sais, puis tu peux voir ça. Je voyais une photo l'autre fois, puis c'était quelqu'un au resto, puis à la table à côté, c'est Cole Caulfield. Okay. Il est là parce que Cole Caulfield, qui est un joueur des Canadiens de Montréal, il a même pas l'âge pour être dans un bar, non, c'est pas vrai. Ouais, il doit avoir mais il a l'âge pour être dans un bar ici. Ici, ouais, c'est ça. Peut-être pas, mais tu sais, vu qu'il est humain, il mange aussi. Ouais, ben oui. Des fois, il va au restaurant, puis t'es au resto à côté de Cole Caulfield. C'est drôle parce que ça arrive pas souvent. Fait que peut-être qu'un jour, ce sera Tom Hanks. Je me le souhaite. Fun fact par rapport à ça, j'ai rencontré... Parce qu'à un certain point, j'étais vidéaste. Et avant de travailler comme ce que je fais en ce moment, qui est monteur de bande-annonce, avant, j'essayais de trouver un peu des contrats ici et là, de filmer, de faire du montage. Et j'ai approché des boîtes d'agences d'artistes. Okay. Et à un certain point, j'ai rencontré quelqu'un dans son agence pour les approcher à faire des capsules de casting. Ah oui, fait que des démos d'acteurs dans des agences. Je me dis, c'est peut-être quelque chose que je peux essayer. Et le monsieur que j'ai approché, que c'était son agence et celle de sa femme, il a monté à l'étage, il m'a montré la chaise de Tom Hanks qu'il y avait sur un plateau, parce que ce monsieur-là, c'est la doublure de Tom Hanks. Ah oui, ok. Le monsieur de l'agence. Le monsieur de l'agence, c'est la doublure qui suit Tom Hanks partout sur toutes ses shows. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ah ouais. Catch Me If You Can, c'est de là que vient la chaise. La chaise,
a le nom de Tom Hanks et l'empreinte du premier logo de Catch Me If You Can. Parce que le Catch Me If You Can, à la base, me semble de ce qu'il m'avait dit, c'était comme un empreinte d'un pouce. C'était comme un logo un peu du film. Ah ouais. Puis à l'endroit, il y avait Tom Hanks. C'est fou. J'ai rencontré ce gars-là, puis j'étais comme, wow, j'ai rencontré Tom Hanks. Ouais. Non, j'ai pas rencontré Tom Hanks, mais j'étais quand même très content de l'avoir connu. C'est mon acteur préféré, Tom Hanks. Pour vrai? Ouais. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça, en fait. Tout part de Toy Story. Ah oui. Toy Story sont mes films préférés. Parce que quand tu penses à Tom Hanks, tu penses pas à Toy Story. Tu penses pas nécessairement à Toy Story. Moi, je pense à Toy Story. C'est drôle parce que ça me fait... Je vais juste faire une parenthèse vraiment vite. Ça me fait tout le temps penser à l'acteur humoriste Ricky Gervais. À un moment donné, il était... qui a créé The Office. Oui. Si Dieu existe, qui laisse son nom, mais Dieu existe pas, faut qu'on s'en fout. Mais donc, il était à une émission, je pense, d'Ellen DeGeneres, avant qu'elle soit calée, parce qu'elle traite tout le monde mal. Puis il y avait 5 secondes pour répondre aux questions. Puis là, c'était nomme-moi 3 films de Tom Hanks. Puis là, il a fait 1, 2, 3. Puis il a dit Toy Story 1, 2, 3. Wow! Ça, c'est drôle. Parfait. Puis il y avait juste 3 Toy Story à l'époque. C'est drôle, ça. Puis, fait que tout part de Toy Story avec Tom Hanks. Tout part parce que je l'ai tellement trop écouté. Et aussi, c'est que film? Andy, je me retrouvais beaucoup dans le personnage. Parce qu'il y avait mon âge à peu près. Quand tu calcules là, à peu près les années que ça a sorti, premier 95, Andy, il n'y avait pas mon âge évidemment, je suis né en 95, mais je veux dire, après ça il y a eu le 2 qui avait la même âge que dans le 1, puis j'avais à peu près son âge, et plus tard ils ont fait ça me fait penser un peu à Harry Potter aussi. Harry Potter et Toy Story, c'est un peu le même principe de pourquoi j'aime les deux. Okay. C'est parce que j'ai grandi avec le personnage. Harry Potter, il avait le même âge que moi, pas mal tout le temps, à chaque fois. Puis Andy, ben écoute, c'était mon enfant. J'ai grandi, j'ai connu Toy Story probablement comme 2002, là, comme à peu près à 6-7 ans. Et ça commençait à s'enligner avec un peu l'âge qu'il avait. Puis comme... Bref, j'ai grandi avec ça. Puis... C'est un thème qui résonne pour les enfants, les collections de jouets, oui, les jouets vraiment. s'animent, évidemment. Puis le pire, c'est que j'ai jamais été quelqu'un qui jouait tant que ça avec des jouets. C'est ça le pire. Ouais. Je sais pas pourquoi. Par procuration. Andy, il jouait avec des jouets pour toi. Exactement. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours joué dans ma vie. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être. Il savait que j'aimais jouer. Mais là, quand t'étais enfant, tu devais les regarder doublés en français. Oui. Puis là, à un moment donné, la voix de Tom Hanks a embarqué. À un moment donné, la voix de Tom Hanks a embarqué, puis j'ai fait « Ok, c'est meilleur que je pensais. » Mais... Tom Hanks, c'est un bon acteur. Mais honnêtement, là, je vais paraître un peu comme poche, mais je sais même pas c'est qui fait la voix de Tom Hanks en français. Je me rappelle même plus c'est qui. En français, moi non plus. Mais une chose est sûre, c'est que ça fitait bien. C'était bon. S'il écoute, qu'il se manifeste dans les commentaires. Mais... c'est comment je peux dire, c'est ça, c'est que je trouvais que la voix fitait super bien, puis je l'ai souvent associé. Puis à un moment donné, j'ai comme entendu la voix de Tom Hanks. Je me rappelle pas de la fois où je l'écoutais en anglais pour la première fois, mais je me rappelle que j'ai pas eu de changement drastique dans ma tête. Dans ma tête, ça coulait un peu avec ce que j'avais vu, puis j'avais pas vu de gros changements. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé de ce qui me fait le plus triper de Toy Story, c'est évidemment le personnage de Woody, qui est mon chat aussi. Je sais pas si tu te rappelles, tu l'as rencontré. J'ai déjà vu une fois Woody. Bon, ben Woody, dans le fond, le personnage de Woody, ce qui me fascine, c'est que c'est à quel point qui est droit, leader, mais en même temps qui est pas tout le temps droit, puis qui fait des erreurs, puis qui les assume à un certain point. Puis ça, c'est... Ben, tu sais, ils les assument pas tout le temps au début. Non, exactement, mais Pixar sont tellement bons pour faire des films pour faire filer des trucs aux enfants. Moi, c'est un truc que j'ai filé absolument comme 100% dans le film. Même aux adultes. Aux adultes. Inside Out aussi, là, ça a été un film écœurant, puis en tout cas... Mais Toy Story, oui, c'est ça, c'est que ça fait filer que justement, au début,
il y a de la grosse frustration. C'est un personnage qui a beaucoup de frustration, qui à un certain point, il se calme, il se sent mal, il y a de l'empathie. Virement de situation, tu sais, il a toujours été bon à l'intérieur, mais il est pas parfait, puis c'est ça qu'il montre aux enfants. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui m'a fait triper. C'est que je suis un peu comme ça, je pense. Mm-hmm. Je pense que quand j'étais jeune, je m'associais beaucoup au personnage parce que j'étais quelqu'un qui, ben oui, j'ai des frustrations dans la vie, je suis quelqu'un de direct, je suis quelqu'un qui est capable de pogner les nerfs, tu sais, mais que rapidement, je peux commencer à comprendre la situation, puis revirer sur mes pas, puis assumer, tu sais. C'est peut-être même un film qui m'a justement aidé à devenir le même, tu sais, parce que c'est des personnages forts que, tu sais, aussi on s'associe beaucoup à Tom Hanks. On dirait que tout le monde un peu se voit dans ce personnage-là. Et évidemment, t'as Buzz qui rentre dans le décor dès le premier film, puis qui est comme la source de conflit du premier film, puis que finalement, ça se termine que... Là, je vais pas dire des spoilers aux gens qui sont nés en 2012 puis qui n'ont pas vu Toy Story encore, mais c'est ça. Devriez. Il y en a 4 maintenant. Il y en a 4. C'est drôle parce que le 4e... Ça, on pourrait en parler beaucoup aussi. On va en parler parce que... On va en parler, si tu veux. Le 3, moi, il est sorti quand j'étais en secondaire 5. Fait qu'à ma dernière journée d'école, j'ai été voir Toy Story 3. Mm-hmm. C'est ça qu'on a fait. Après ça, il y a des vilaines personnes qui ont essayé de me jeter tout habillé dans une piscine, mais ils n'ont pas réussi. Mais je me réfère que ça a été une journée en 2 temps. Mais Toy Story 3, c'est un film qui finit parfaitement. Le Toy Story 4, à mon sens, c'est un film qui n'avait pas le droit d'exister. Mm-hmm. Mais quand je l'ai vu, oh mon Dieu, j'étais... Non, Dieu n'existe pas, c'est vrai. Fait que j'étais... Oh, wow! Ce film n'avait pas le droit d'exister et j'en étais quand même jeté en bas de ma chaise. J'étais surpris. C'est drôle ça parce que c'est la veille des Oscars que j'ai écouté Toy Story 4. Ah, le 3 tu parles? Non, 4. Le 4, c'est ça. Ben, la veille des Oscars... Toi qui es un gros fan de Toy Story 4, de Toy Story, tu l'as juste vu quasiment un an après qu'il soit sorti. Exactement. Parce que j'ai vécu une méga frustration des années avant que ça sorte parce que je savais que j'en s'en venais puis j'étais comme why? Pourquoi vous faites ça? Le 3, c'est un des rares 3e films dans une trilogie qui était sensiblement le meilleur, là. Peut-être, là, parce que je veux dire, il y a personne qui dirait le 1 est... Ok, oui, c'est discutable, là, le 1, je le trouve écœurant, je dirais que même que c'est probablement le meilleur film des 3, mais je veux dire, le 3 accote solidement le 1. Ce qui malheureusement rend pas justice au 2, qui est très 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 bon. Qui le 2, est excellent, il y en a beaucoup qui disent que le 2 c'est le meilleur, puis moi, je pense que c'est peut-être parce que je l'ai trop écouté, parce que quand j'étais jeune, je me rappelle que je sais pas pourquoi, c'est peut-être une mentalité d'enfant, mais le 2 est toujours meilleur. Quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, c'était « Ah, faut que j'écoute le 2 ». C'était... Je pense qu'il est mieux écrit, les références sont mieux, sont plus sharp aussi. Peut-être. Le timing est plus là. Le 1, c'est parce que tout est nouveau, puis nostalgiquement, c'est peut-être mon préféré, mais je pense que le meilleur... en fait, Toy Story, c'est une des rares séries, du moins pour les 3 premiers, ils sont de mieux en mieux quand ça commence. Ouais, je comprends. Ben... Après ça, est-ce que c'est ton préféré? Parce que objectivement, tu peux avoir des critères qui déterminent qu'est-ce qui est un meilleur film, qu'est-ce qui est un moins bon film. Après, ton film préféré, ça t'appartient à toi. Ça, c'est zéro objectif. Ouais, absolument. Ben écoute, même moi, je sais pas quoi répondre à ça parce que... C'est une grosse question. Ben c'est parce que sont tous excellents. C'est 3 films qui auraient pu gagner des Oscars. Tu sais. Puis c'est 3 films est-ce qu'ils ont gagné les Oscars? Ben, Toy Story 1 et 2, il n'y avait pas encore d'Oscar pour le meilleur film d'animation. C'est arrivé en 2001 quand Shrek est sorti. Ah, je pensais que c'était quand que... Je pensais que Toy Story 1 avait parti ça. Non, c'est ça. Ben, c'est à la lumière de l'arrivée puis de l'émergence de Pixar, les films d'animation devenaient de très très grande qualité. En fait, il avait toujours été injustement relégué un peu au second plan parce que cette animation, c'était considéré pour enfants. Mais pourtant, il y a La Belle et la Bête là, en 91 qui était nommé pour l'Oscar du meilleur film à l'époque où il n'y avait que 5 films qui étaient nommés pour l'Oscar du meilleur film. Fait qu'une fois de temps en temps, t'en avais un qui se démarquait. Mais là, c'était juste pour dire on va les honorer quand même. Puis s'il y en a un qui se démarque assez pour être nommé pour l'Oscar du meilleur film, mais il le sera quand même. Fait que c'est arrivé avec Toy Story 3 à l'époque. Si je me trompe pas, c'était peut-être arrivé avec Up l'année d'avant. Fait qui ont été
nommé Best Picture. Mais sans gagner. Je me Sans rappelle que gagner, Toy ils ont Story été 3, nommés. c'est arrivé. Ok. Puis c'est arrivé quelques fois depuis, mais c'est jamais arrivé qu'un Best Picture d'animation gagne. Ah ben écoute, mais c'est ça, mais honnêtement, c'est ça, comme je dis, là, c'est 3 films discutables là, que tout le monde pourrait dire que celui-là, c'est le meilleur. Tu sais, parce que j'ai entendu les 3 versions. Puis, et le 3, rarement, comme honnêtement, c'est rare que je suis arrivé dans ma vie en regardant une trilogie de quelque chose, puis que je me disais le 3, c'est le meilleur de tout. Ça finit bien. En fait. Ça arrive pas souvent, puis et ce 3-là, je te dirais que c'est mon film préféré des 3 en termes de ce que ça m'a fait filer, parce que j'étais rendu plus vieux, et ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, quand j'ai écouté le 3, c'était sensiblement un peu la même chose de comme je m'en vais de Gatineau, j'arrive à Montréal, je pars de chez moi. Peut-être que ça a joué dans l'équation de comment je filais, mais le 3 me jetait à terre, là. L'idée du 3, l'idée est super simple, une garderie pour faire vivre des jouets indéfiniment. C'est brillant. C'est vrai, juste cette idée-là, je trouvais ça brillant. Et ils ont fait un 4. Qui est bon. Qui est bon, puis ça me fait chenoute qu'il soit bon parce qu'il n'y avait pas le droit on dirait que j'aurais aimé ça un peu qu'il soit pas bon. Puis en plus, il a osé gagner cette année-là. Non. Oui, il a gagné. Oui, c'est ça, il a gagné. C'est vrai, toi, t'es le meilleur pour le savoir. Ouais. Parce que tu n'as gagné 20 cucs sur je pense que t'as une faute ou 2. Non, c'est ça. Dans le pool de score que j'ai participé avec Vincent et dans lequel j'aurai toujours le plaisir de dire que j'ai battu le grand favori de l'époque, Julien Bernatchez. En fait, j'ai pas juste battu, j'ai calissé une volée parce que j'ai fini avec 20 prédictions exactes sur 24, parce qu'il y avait 24 catégories à l'époque. Puis Julien a fini deuxième avec 12 ou 13, quelque chose de même. Non seulement j'ai gagné, puis ça a pris très longtemps dans la soirée avant que j'en rate un. C'est ça l'affaire. Je pense que ça a pris 13e ou 14e catégorie, j'ai manqué. Puis, fun fact, j'ai raté meilleur film et meilleur réalisateur, les 2 dernières catégories. Ce qui est quand même drôle parce que c'était Parasite qui avait gagné, le film coréen. Excellent film coréen. Excellent film. T'avais prédit quoi déjà? J'avais prédit 1917, qui est n'importe quelle autre année ce film-là aurait gagné. Puis il avait gagné aux Golden Globes et dans plusieurs autres remises de prix. Les Oscars, c'est l'une des premières remises de prix où ils se sont dit là, on va rendre justice à ce film-là aux États-Unis, parce qu'il avait gagné la Palme d'Or à Cannes quand même. Donc c'est pas, il n'était pas étranger au succès, disons. Non, c'est Mais ça, là, ils se sont dit, on va récompenser un film dans une autre langue que l'anglais pour la toute première fois de notre histoire, et c'est ce film-là qui sera le premier lauréat. C'est un message quand même fort. Et là, les puristes me diront, ouais, mais The Artist avait gagné en 2011. Certes, mais The Artist c'est un film quasi muet. Puis je pense qu'il y a une réplique dans le film et elle est en anglais. Et à la fin, c'est John Goodman. Ouais, c'est ça. Puis il dit, je pense, cut. Ouais, c'est ça. Il dit cut. Ah non, puis après, il y a Jean Dujardin qui dit Vice Pleasure. Ah, ça se peut, ouais. Ah, que c'était bon ce film-là, par exemple. Oui. Je me rappelais même plus que ça existait. Tu viens de me faire rappeler que ça existait. The Artist, ou The Artist. The Artist. Michel Hazanavicius, 2011-12 dans ce coin-là, qui est un film français qui a gagné l'Oscar du meilleur film, mais c'est un film muet, somme toute. Mais Toy Story 4 avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation parce que il n'y avait aucune chance qu'un film rivalise avec la qualité d'un film Pixar. C'est très rare que c'est un film non Pixar qui l'emporte, d'ailleurs, dans cette catégorie. Une fois. Peut-être plus Shrek au début, mais quand Pixar s'est mis à gagner... Ah, je sais pas. Moi, je me semble que j'avais lu un truc que The Amazing Spider-Verse était le premier dans ma tête. Peut-être qu'ils brisaient une streak. Ok, peut-être, ça se peut. Pixar, ils sont très prolifiques. Ils sortent un film par année, ou des fois 2, 3. C'est ça. Ils ont sorti 2. Fait que se cannibalisent des fois pendant les remises de prix. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé avec mais c'est ça, c'est parce que l'animation, man, ça prend de la technique. Énormément. Tu peux pas n'importe qui peut s'acheter ça. Là. Fait que on s'entend que ça mais tu sais, plus ça va, plus qu'ils vont peut-être se faire tasser. C'est le genre de truc qui peut arriver, mais en même temps,
ça arrête jamais de s'améliorer. Regarde encore avec Toy Story 4, les détails, ils ont battu des records de détails, de texture, de fait. C'est un film qui arrivait aussi post-MeToo avec un message féminin très fort aussi. Oui. Puis ils ont ramené un personnage qui avait complètement écarté du troisième film. Puis c'est super. Ça, j'aimais l'idée. C'est juste parce qu'ils venaient de boucler une grosse partie de ce que c'est Toy Story pour en ramener une nouvelle qui était une minime partie du 1. Mais j'aimais l'idée. Et on va à la porte, puis on dit, mettons que. Parce que le troisième, c'était vraiment the end, c'est fini. Exactement. Puis avec le quatrième, il ouvre un peu la porte à dire. Ça a refini, mais peut-être qu'ils vont dire, si on veut continuer avec certains personnages, on va le faire, puis faire des spin-offs ou autre. Mais moi, je pense que ça devrait arrêter. Mais écoute, si ça devait arrêter. Ça aurait dû arrêter après le 3, évidemment, mais c'est parce que là, le 4, ça termine en reterminant. Ouais. C'est littéralement la même fin sous une différente forme ou ce qui se sépare encore plus. C'est ça qui est arrivé, tu sais. Puis là, c'est des spoilers en ce moment, mais tu sais, c'est littéralement... Bouchez vos oreilles, là, oui. C'est ça. C'est littéralement, je sais pas si tu l'appelles le 3, il part en char, t'as Woody qui voit dans une grande allée de rue américaine avec des arbres au-dessus, le char de Andy qui s'en va au loin, puis comme So Long Partner, puis moi j'ai pleuré 8 fois. Et là, tu vois tous à la galerie, puis là, c'est émouvant au bout. Et t'as la fin du 4 qui est vraiment pas aussi forte, mais qui aurait pu prendre la place de l'autre aussi. C'est-à-dire que, tu sais, c'est parce que... C'est que là, Woody, au lieu de dire bye à Andy, il dit bye à ses Buzz. Amis, à Buzz. Ce qui est fort, mais à cause de la fin du 3, c'est pas aussi fort. Ouais. Parce que c'est deux personnages vraiment importants. Quand tu y penses, Andy est tout aussi important que Buzz à Woody, tu sais, quand tu y penses. Mais c'est pas aussi fort le 4 parce que la fin du 4, c'est comme la fin du 3. Il y avait tellement d'expectations que quand t'arrives à la fin du 4, tu fais, c'est... J'ai l'impression que c'est pas une fin anyway parce qu'on dirait qu'il va faire un autre film comme tu dis. Fait que... c'est que la porte est ouverte. C'est ça. Est-ce que la porte est ouverte? Ben, je pense que Tom Hanks est tanné, mais est-ce que Tom Hanks va être tanné si on lui donne 15 millions? Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, moi, s'il vient à mon mariage, un moment donné, j'ai peut-être un petit 15 000. Non, j'ai pas un petit 15 000 à donner à Tom Hanks. Un petit 15 000 juste pour un Tom Hanks, mais t'as peut-être un doigt pour 15 000. Ouais, peut-être. J'allais dire, ben, moi, si tu me donnes 15 000, je vais aller chercher le doigt à Tom Hanks, tu sais, mais il devrait tellement pas avoir de traces de ça. Non. Ouais, on va essayer de le couper au montage, mais c'est sûr que ça finit dans le Final Cut pareil. Oh my god. Ouais, c'est ça, mais non, c'est ça. Fait que Toy Story, c'est une méga partie de ma vie. Et même que c'est ça, je donnais le nom de mon chat Woody. Et mon prochain chat, ça va être Buzz, c'est sûr. Ton prochain chat, après ça sera Jessie. Après ça sera Rex. Ça finira plus. Ham. Tu pourrais avoir un chat qui s'appelle Ham aussi. Mais honnêtement, je te niaise même pas. Woody, pendant 2 jours, c'est appelé Oscar pour les Oscars. Ben ouais. Et après ça, j'ai fait non. Parce que des fois, les Oscars, c'est de la bullshit. Fait que je vais l'appeler Woody parce que Woody, ça a jamais été de la bullshit. Fait que... Puis en plus, c'est un peu de même, je l'ai vu. C'est beau, puis c'est, tu sais, je vois que le temps file, puis ça serait vraiment un beau moment pour terminer. Ça fait quand même 52 minutes qu'on ça parle. Serait parfait. C'est ça le dernier mot que j'ai à dire. Je pense que c'est beau. Fait qu'avant qu'on se quitte, Vincent... si on veut voir Trash Talk, en fait, c'est où qu'on peut trouver ça? Trash Talk, ben en fait, rapido le concept. Trash Talk, on écoute des films mauvais avec des invités qu'on reçoit, en fait, puis on aime vraiment ça. C'est un show web sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram et Patreon pour nous encourager. Le hashtag pour nous suivre, en fait, c'est Trash Talk officiel, tout ensemble. Trash Talk sur officiel. Toutes les plateformes. Fait que c'est un peu ça. Et aussi, c'est qu'on commence peut-être, là, je sais pas c'est quand ça va sortir, mais on commence peut-être à... Après votre premier, mais tu peux pas le dire. Hein, si non, c'est ça. On va avoir fait une première
prestation live de Trash Talk devant le public au bar chez Ernest, comptoir de curiosité. On a reçu couple ouvert, Thomas et Steph. Et ça se peut très bien qu'on en refasse mensuellement. Fait que si jamais il y en a que ça intéresse, encore une fois, Patreon, Facebook, Instagram. C'est plus juste YouTube. sur YouTube, ça devient des prestations. Rendu là, ça devient une prestation. Fait que très cool. C'est à peu près ça, ouais. Super. Ben écoute, Vincent, on a commencé en parlant de Stay Cool. Oui. Puis on a bifurqué à plein d'endroits pour finalement aller parler il y en a qui vont dire trop, mais moi je dirais très longtemps de Toy Story. Oui. Parce que c'est aussi là que ça peut mener, les jeux de société. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Les épisodes de Parlons Jeux sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube et Balado Québec.